Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir sur les élections du 9 juin. Essayer de faire une analyse plutôt historique, en tout cas, qui essaie de contempler le temps long, sans oublier l'aspect sociologique, ce qui se passe dans les esprits, dans les âmes, dans les mentalités, selon les endroits et les classes sociales. Il y a des analystes qui sont excellents, notamment Jérôme Sainte-Marie, hein, qui sont très très forts sur l'aspect électoral. Ce n'est pas ma zone de compétence. Moi, je suis, comme pour ceux qui me connaissent, plutôt sur l'aspect, sur les mentalités collectives, l'imaginaire collectif, et sur l'aspect comparatif entre l'esprit français et l'esprit occidental, l'esprit nord-africain, l'esprit africain, brésilien et autres. Alors, allons vite au vif du sujet. Tout d'abord, nous pouvons admirer et applaudir l'esprit démocratique de Monsieur Macron, hein, son engagement pour la démocratie, pour la souveraineté du peuple, qui donne aux partis politiques moins de 3 semaines, je crois, pour préparer des élections capitales. Hein, on s'approche de plus en plus des mentalités africaines. Je m'excuse de cet usage péjoratif de l'adjectif africain, qui est très noble par ailleurs. Mais là, je voudrais juste faire un parallèle, établir un parallèle entre ce qui se passe au Congo-Brazzaville et ce qui se passe maintenant en France. C'est-à-dire que, logique de république bananière, débrouillez-vous en 3 semaines pour nommer des candidats, des suppléants sur plus de 570 circonscriptions. Financez-vous comme vous pouvez, débrouillez-vous comme vous pouvez, faites les tracts à la va-vite. Bon, voilà. Ce n'est pas du tout démocratique. D'ailleurs, M. Macron représente je ne dirais pas, j'allais dire ce coup d'État permanent. C'est plus que ça, c'est plus fin, c'est plus pernicieux, plus pervers. C'est une espèce de forcing permanent, c'est une violation permanente, hein, un outrage permanent à la démocratie. On n'est jamais vraiment dans l'illégalité, mais on est dans le 49.3 de manière abusive, utilisé de manière abusive. On est dans Monsieur Fillon, à l'arrivée de Monsieur Macron au pouvoir, c'est Monsieur Fillon qui a été sorti du jeu de manière très cavalière par la justice, hein, au bénéfice de Monsieur Macron. On est dans la pandémie où on nous a confinés, vaccinés malgré nous. Ce n'est pas du tout démocratique, mais ça a l'air quand même, hein, c'est une espèce de légalité par le Conseil constitutionnel. On n'est pas au Togo ou au Congo, Kinshasa, avec des chars dans la rue. C'est vrai, on n'y est pas encore. Mais on est dans la perversité. Ce n'est pas la démocratie, il y a la lettre, il y a l'esprit. L'esprit de la démocratie n'y est plus depuis très longtemps avec Monsieur Macron. Et on pourrait accumuler les arguments. C'est pas le but aujourd'hui. Donc voilà, première remarque. Deuxième remarque, les élections européennes sont tout à fait inutiles. La preuve, tout le monde s'en fiche. Elles ont été oubliées dès la proclamation des résultats et on ne parle plus que de la dissolution. Même M. Macron nous le prouve parce que il a utilisé le prétexte des européennes pour dissoudre l'Assemblée nationale française. Il n'y a aucune espèce de relation logique, administrative, politique. Élection tellement inutile que tout le monde se fiche du bilan. La droite nationaliste, la droite patriote, appelez-la comme vous voulez, n'a pas gagné ces élections. Elle ne les a pas gagnées. On a reconduit les mêmes. Bon, il y a eu une évolution des partis de droite, une progression, mais il n'y a pas eu ils n'ont pas renversé la table, hein. Ça continue avec les mêmes qui ont mis Van der Leyen au pouvoir et il paraît qu'elle a des chances d'être maintenue avec cette nouvelle majorité, cette nouvelle composition du Parlement. Bon, je ne m'étale pas là-dessus, je vous avoue que je ne m'y intéresse pas. J'ai toujours dit que ces élections étaient inutiles. Enfin, elles sont inutiles puisque le Parlement européen n'a aucun pouvoir, parce que tout le monde s'en fiche. La preuve, les Français en ont fait une élection nationale, les Espagnols ont fait pareil, les Hongrois ont fait pareil, tout le monde a fait pareil, les Italiens ont fait pareil. Mais elles sont quand même, enfin, inutiles, virgule, mais il y a une signification quand même. Elles ont été significatives puisqu'elles ont permis la dissolution de l'Assemblée, causé la dissolution de l'Assemblée, et probablement, on verra si c'est l'arrivée du RN au pouvoir. Pourquoi elles sont inutiles? Parce que les gens se fichent de l'Europe,
parce que personne ne veut de l'Europe des commerçants. L'Europe que nous avons aujourd'hui, c'est une Europe des juristes et des commerçants. On nous dit c'est l'Europe des technocrates, mais ça c'est l'habillage, ça c'est ça c'est la mini jupe. On ne peut pas résumer quelqu'un à la mini jupe qu'il porte ou qu'elle porte, parce que maintenant, je dis il ou elle, hein, je suis inclusif. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la mini jupe? Il y a des commerçants, hein, c'est l'Europe du marché. Cette Europe ces républiques de commerçants n'ont jamais été vraiment comment dirais-je? Des, heu, des foyers de nationalisme. Venise était une république de commerçants, au long cours, hein. Il faut voir que Venise avait des comptoirs, donc des possessions, des espèces de shopping centers, de malls, si vous voulez. Je prends des quelques libertés. En Ukraine, hein, sur la Crimée, il y avait la république de Venise avait des possessions là-bas. En Crète, Chypre, bien sûr, la côte tunisienne, Libye, tout ça. Donc c'était une puissance, mais j'ai envie de dire les gens ne mouraient pas pour Venise. La formule qui a gagné, qui a vaincu, c'est la formule de l'État-nation. Parce que les gens s'identifient à un État-nation qui a été fondé par la tradition, c'est-à-dire par l'habitude, par la religion, par, une famille royale ou par une révolution. Ou par tout ça en même temps, c'est le cas de la France, hein, il y a tout ça en même temps en France. Les commerçants n'ont jamais été capables de créer un sentiment d'appartenance. Donc, d'ailleurs, les commerçants ont créé le sentiment d'envie. Personne n'aime les riches, et encore moins les commerçants, parce que on dit qu'ils travaillent pas. Ils travaillent, le commerce, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, c'est très difficile. Sinon, tout le monde le ferait. C'est un art, c'est extrêmement c'est compliqué. C'est merveilleux aussi, hein. Le commerce, c'est la vie. Mais les gens n'aiment pas les commerçants parce qu'ils croient que c'est de l'argent facile. D'où la théorie sur l'usurier, le commerçant, le spéculateur. Dès qu'il y a une révolution, c'est eux les premiers qui passent à la trappe. On n'aime pas les commerçants comme on n'aime pas les premiers de la classe, hein. Macron est passé du premier de la classe adulé au premier de la classe détesté. Enfin, est-il vraiment un premier de la classe quand on voit le bilan économique ou diplomatique, je pense au Sahel notamment, on est plutôt chez les cancres. Mais bon, je parle de l'image qui a été marketée. Donc l'Europe des commerçants ne peut pas être aimée. Deuxième chose, l'Europe des juristes. Il faut voir que l'Europe, c'est une boîte à fabriquer des lois, des régulations, des je sais pas quoi, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça. Personne n'aime les juristes dans un sens. Personne n'aime les juges parce que la justice, c'est l'endroit où on va quand on est vraiment en crise. On n'y pense pas. Quand on va dans un tribunal, c'est que ça s'est mal passé, hein. Soit qu'on est victime, donc ça s'est mal passé, soit qu'on est accusé, c'est encore, c'est pas très agréable. Donc je dis, enfin je ne veux pas, quand je dis que personne n'aime la justice, c'est-à-dire que, je corrige le tir. Hem, personne ne veut se rallier à une république de juges, à un empire de juges, de juristes. Le droit fait peur. Le droit est magnifique. Le droit est magnifique. Mais la religion est plus belle. La nation est plus belle. Le patriotisme est plus beau. L'impérialisme est plus beau. Et on n'a pas fait les États-Unis avec sur une. Bon, vous me direz, ils l'ont fait sur une constitution, mais on l'a pas fait avec. On a fait avec la conquête de l'Ouest, avec la guerre civile, avec la religion, puritanisme et tout le protestantisme. C'est avec ça qu'on a fait les États-Unis. Que les gens se sont levés le matin pour aller casser du Sioux et coloniser un pays et en faire la première puissance du monde. Et pour longtemps. Et quelle puissance? Puissance magnifique par plus d'un aspect. Problématique, mais elle a été quand même magnifique. Elle l'est encore un peu. La loi, tout ça, la Constitution américaine, bien sûr, le premier amendement, tout ça, c'est très important. Mais ce n'est pas ça qui fédère les gens, hein, le melting pot. La fusion, le feu, voilà, là où je voulais arriver, le feu pour fondre un peuple, ce n'est pas le droit et ce n'est pas le commerce. On fait des grandes civilisations sur autre chose. Les pharaons n'ont pas fait les pyramides pour une logique business, sinon ils ne les auraient pas faites. Ils n'ont pas fait les pyramides par des lois, ils ont fait les pyramides par amour, par adoration de leur divinité, avec l'esclavage, etc., etc., etc.
La Chine, la muraille de Chine, tout ce qui est vraiment exquis, tout ce qui est vraiment hors du commun, n'a pas été fait par le commerce ou par le droit. Si je me trompe, vous me corrigez, hein. Encore une fois, je tire mon chapeau aux juristes. Je suis marié avec une avocate, hein. Pour ça que je prends beaucoup de précautions, parce que je sais que cette vidéo sera regardée et je veux quand même la paix dans mon ménage au moins. Je ne voudrais pas être une statistique de plus. Alors, donc cette Europe n'est pas prise au sérieux, donc les gens s'en fichent. Donc ils ramènent tout au problème national. C'est ce qui s'est passé avec cette élection. Je voudrais revenir sur la carte de France de cette élection qui est très facile pour moi à analyser parce que c'est facile à comprendre. Il y a un seul tour, donc on n'est pas dans les triangulations, je sais pas quoi là. Le RN est arrivé largement en tête à peu près dans une majorité des communes du territoire français, de la France. Sauf Paris, quelques grandes villes et quelques coins un peu dans le sud-est et tout ça. Sur Paris, évidemment, c'est assez facile à expliquer. Mmh. Paris, et les filles d'un côté, Glucksmann, Hayet de l'autre. Voilà, on est chez le m'excuse de parler de manière vulgaire, on est chez le blanc qui consent, d'une part au grand remplacement et qui consent et qui vend son identité pour, la mondialisation. C'est-à-dire pour son niveau de vie, pour son pouvoir d'achat. Là, c'est le vote Hayet, Glucksmann. Le vote LFI, c'est, 2 choses, c'est soit le blanc qui veut changer de classe sociale et qui n'y arrive pas encore, donc il est plein de ressentiment. C'est le blanc mal logé dans Paris, hein, tertiaire, journaliste, je tire mon chapeau aussi, hein, c'est dur, hein, Paris, c'est très, très dur. C'est une des raisons pour lesquelles, hein, je ne vis pas à Paris. C'est très, très dur. Je n'ai pas les moyens de vivre à Paris. Donc je comprends. On est mal logé, on est mal nourri, tout coûte cher, la ville est dure. Donc il y a cette espèce de ressentiment. Donc c'est et les filles, hein, on n'aime pas on veut taxer les ultra riches, on veut la trottinette pour tout le monde parce qu'on ne peut pas s'acheter de voiture. On n'a pas 50 000 € à mettre sur une voiture décente. Donc on est en trottinette et on veut imposer la trottinette à tout le monde et on veut emmerder les automobilistes. Donc on applaudit, tous ceux qui veulent les vélib, les je sais pas quoi, les pistes cyclables, les interdictions de rouler, tout ça, hein, c'est le ressentiment. C'est la même chose que l'islamiste. Je ne généralise pas sur l'islamisme, mais en général, c'est le type qui déteste les femmes parce qu'il ne peut pas en avoir. Donc il va vouloir couvrir toutes les femmes voilà, de A à Z et il va stigmatiser tous ceux qui ont du succès ou qui ont une vie amoureuse ou sexuelle. Je généralise, ne prenez pas ça pour une vérité révélée. Mais vous trouvez beaucoup ça dans l'islamisme. Et ben, c'est le même phénomène que chez ces jeunes de LFI. Jeunes ou moins jeunes. Et vous avez chez les filles des jeunes, effectivement, des fils de bourgeois, de classe moyenne supérieure qui veulent changer le monde. Et comme on le sait très bien, à 18 ans, à 20 ans, on a plus de chances d'être un imbécile que quelqu'un de lucide. Et donc, voilà, bah, écoutez, hein, c'est la mini-jupe, hein. Et les filles, c'est une espèce de mini-jupe c'est une espèce de mini-jupe très attrayante. Hein, pour un type qui veut, à 18 ans, 20 ans, tu veux sauver l'Afrique, sauver l'Éthiopie, sauver le Soudan, sauver les femmes afghanes, voilà. Fumer la chicha chez ton pote sous OQTF parce que voilà, la police c'est pas bon. Tu veux raser gratis, tu veux l'égalité sociale, tu n'aimes pas travailler, tu détestes tes parents parce que voilà, ils n'ont pas changé le monde, ce sont des gens résignés qui ne pensent qu'à leurs vacances. Bon, nous sommes tous passés par là. Enfin, moi pas trop, mais quand même, j'ai été bien con, hein, je peux vous le confesser. Donc je comprends parfaitement. Donc voilà le vote parisien. Ce vote parisien est aussi le vote des gens qui intériorisent leurs conditions de vie. C'est-à-dire que, on est à l'étroit dans Paris. On est vraiment à l'étroit dans cette ville. C'est une petite ville comparée à d'autres mégalopoles et c'est surtout une ville où on est mal logé. Donc on est dans des petits appartements, on est dans des studios, on est vraiment comprimé et c'est une théorie très personnelle, ça donne des pensées comprimées. Les gens pensent petit. Ils pensent petit. Voilà, ils pensent petit. Ils disent ils pensent monde, ils sont citoyens du monde. En fait, ils sont citoyens de leur studio. Ils pensent petit, hein, ils veulent leur Deliveroo,
délivrés par un Bengalais, un pauvre Bengalais ou un pauvre Pakistanais surexploité par une plateforme. Hein, vous les voyez, les pauvres, hein, ils sont avec leur téléphone sous le casque, ils roulent dans tout Paris, nuit et jour. Moi, franchement, je tire mon chapeau. Voilà. Il pense petit, il pense à sa course, au prochain sandwich, à la prochaine pizza qui va se faire livrer. Donc, il dit portes ouvertes à Lampedusa. Il ne peut pas envisager le budget de la France dans sa globalité et voir que sous Macron, le budget de la France, qui était déjà très mal en point, a complètement explosé, la dette, tout ça. Donc, il se réfugie sur l'Europe, parce que l'Europe lui dit ne pense pas. L'Europe, c'est le bocal. Elle le met dans un bocal, elle lui dit écoute, ne pense pas, ne réfléchis pas, on s'occupe de tout. L'Europe, c'est le sérieux. L'Europe, la sécurité financière. L'Europe, c'est la continuité. L'Europe, c'est la stabilité bancaire. Les mecs, ils n'ont pas besoin d'être convaincus, hein, parce qu'ils sont déjà défaits de l'intérieur. C'est ce que il faut qu'on comprenne. Vous avez une génération détruite de l'intérieur par plusieurs phénomènes, mais notamment par cette espèce de compression. On les a tellement concaténés, c'est comme le gravier, hein, pour ceux qui connaissent un peu les travaux publics, on concatène le gravier et on en fait n'importe quoi. Un petit gravier comme ça, une petite pièce comme ça, vous pouvez en faire de l'asphalte, vous pouvez en faire un gravier de décoration pour un jardin japonais, vous pouvez le mettre dans je sais pas moi, dans un mur. C'est ce que c'est devenu ces gens-là. C'est une pensée au souffle court. Euh, Vous prenez un chien, et j'ai beaucoup de respect pour les chiens, hein, ce n'est pas péjoratif. Vous le mettez dans une espèce de cage qui est trop petite pour lui. Qu'est-ce que vous en faisiez? Un malade, voire un agressif. Un malade et un agressif. Vous le rendez triste et agressif. C'est ce qui se passe. La vie parisienne, comme la vie très certainement à New York, à Détroit, dans toutes ces mégalopoles, Paris étant l'emblème, parce que vraiment elle pousse un peu loin le bouchon, de la maltraitance. Je parle du mal logement, hein, notamment, ou d'une entrecôte à 25 euros. J'ai payé le côte de bœuf l'autre fois. Enfin, on m'a invité, je salue celui qui m'a invité. Il nous regarde aujourd'hui. 32 euros. C'est un scandale dans une brasserie. C'est un scandale. Dans le pays de la bouffe, on serait en Arabie Saoudite où la côte de bœuf vient de France ou d'Australie. Ok, là on est en France. Donc, dans toutes ces mégalopoles, vous voyez, tous les gens votent mal. Ils votent démocrate. Je ne suis pas contre les démocrates américains forcément, mais ils votent pour le pire des démocrates, hein, le wokisme aux États-Unis. Ils votent pour les partis d'extrême gauche en Espagne, Barcelone, Madrid, tout ça. Berlin, ils votent pour les Verts ou je ne sais qui. À Londres, vous savez pour qui ils votent, et ainsi de suite. Vous avez dans toutes les grandes villes, vous avez, là c'est très rousseauiste que je reprends là, je n'invente rien. Vous avez une espèce de corruption de l'âme humaine par les conditions de vie. Rousseau disait pour qu'il y ait une véritable démocratie, il faut que les gens vivent à la campagne, qu'ils aient leur lopin de terre, qu'ils soient autonomes, qu'ils soient tous dans une certaine égalité. Pas dans l'égalité du kolkhoz soviétique où tout le monde crève la dalle. Non, c'est une égalité de monde de petits propriétaires. Et les mégalopoles aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire de ça. Ce sont des gens en liberté surveillée. Pensez à un prisonnier. On est en tôle dans ces villes-là. Il y a un aspect cellulaire, de cellules. D'ailleurs, téléphonie cellulaire. C'est des villes extrêmement densifiées, 3G, 4G, 5G. Enfin, cellules, ces studios, ces espèces de locations, sont des cellules de prison. Mal aérées, mal meublées, etc., etc., comprimées. Et on n'a aucune espèce de chance de s'en sortir. Avec le mètre carré à 10 000 euros, 15 000 euros, qu'est-ce que vous voulez faire? Combien il faut gagner par mois pour bien se loger dans Paris ou à New York? Voilà. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord. Je lis les cris d'orfraie, j'entends les cris d'orfraie de Clémentine Autain, de Sandrine Rousseau, de Olivier Faure, et j'en passe. Ah, l'extrême droite, mais attendez les gars, mais bah, faut envoyer la facture aux MNA délinquants, parce qu'ils ne sont pas tous délinquants. Je dis bien aux MNA délinquants. Il faut envoyer les factures aux OQTF violents, parce que tous les OQTF ne sont pas violents. Il faut envoyer la facture aux passeurs. Il faut envoyer les factures aux ONG, notamment à l'Église catholique romaine, qui
accompagne les migrants clandestins de Lampedusa vers Paris, vers Lyon, vers Nantes, vers Bordeaux, vers Marseille, vers Nice, vers Toulouse, vers Strasbourg. Il faut envoyer la facture aux ONG qui disent combattre le racisme et au fait qui imposent l'omerta sur les violences commises par ces immigrés-là. Je ne dis tous les immigrés ne sont pas violents, attention, je dis qu'une partie de l'immigration est violente, c'est la vérité, il faut le dire. Et vous n'aviez, cher monsieur Faure, madame Clémentine Autain, madame Rousseau, et monsieur Glucksmann et je ne sais qui d'autre là, de journalistes du service public, hein, qui s'épanchent, hein, c'est les précieuses ridicules, hein. Hein, ces journalistes du service public, souvent des femmes, mais pas souvent. De toute façon, maintenant, femmes ou hommes, nous sommes tous féminisés, hein, on dirait. Il fallait me voir sur un tracteur, j'étais comme une jeune vierge dans sa première nuit. Euh, qui c'est précieuse ridicule. Oui, l'extrême droite, mais attendez, mais euh, le plus grand agent électoral de la dite extrême droite, c'est l'immigré violent ou l'immigré islamiste. C'est ça. Vous voulez. Madame Le Pen n'a même pas besoin de faire de campagne électorale, hein, Monsieur Bardella. Les passeurs libyens lui font la campagne électorale. N'importe quel petit voyou est un agent électoral de Le Pen, de Bardella. On en est en France à tuer des Arabes à Bordeaux parce qu'ils boivent une bière en plein ramadan. Et vous voulez que les gens ne votent pas pour Le Pen et Bardella, mais c'est ce qu'a dit Madame Knafo, fort justement. Vous voulez éradiquer l'extrême droite, vous enlevez, vous virez Monsieur Dupond-Moretti, ce serait un bon début. Bon. Donc cette incohérence, je ne sais pas si ces gens jouent la comédie ou si vraiment ils sont réellement indignés, parce que là, il y a un problème. J'espère qu'ils jouent la comédie. Pour le coup, je leur dis, chapeau l'artiste, hein. Bravo, bravissimi. Bon, alors, pourquoi les gens ont voté massivement, enfin à 30%, c'est pas non plus massif, hein. Ça reste une minorité quand même le vote pour la droite nationale, hein. RN, Reconquête, Bellamy avec plusieurs. D'ailleurs, dans LR, dans la liste de Bellamy, moi je vois du travestissement, dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire le sens le plus brésilien du terme. Hein, vous avez on vous propose quelque chose, mais derrière c'est autre chose. Bon, à vous il y en a qui aiment, je respecte. Ça fera de belles nouvelles au sens littéraire, de beaux romans, en tout cas. Bon, alors, pourquoi les gens ont voté? Pourquoi il y a eu ce score? Deux mobiles. Le premier, c'est immigration, violence. Bon, pas besoin d'un. Crépol, on est venu chercher les gens chez eux, on est venu chercher les Mohicans dans leurs réserves pour les poignarder. Voilà. Parce que les Français ont compris avec Crépol qu'il n'y avait aucun endroit de sûreté, il n'y avait aucune place de sûreté en France. Hein, c'est-à-dire que tu peux quitter Paris, tu peux quitter 9-3, tu peux quitter Lyon, tu peux quitter. Il n'y a plus voilà. On te cherche chez toi. C'est la valise ou le cercueil. Enfin, c'est plutôt le cercueil, partout. Hein, parce que les pauvres pieds noirs d'Algérie, que je salue, au moins, je fais du mauvais humour, hein, qu'il veut bien me le pardonner. Au moins, ils avaient c'était valise ou cercueil. C'est-à-dire, si tu partais, tu avais la sûreté. Là, tu pars et tu n'as pas la sûreté. On te cherche chez toi. Voilà. C'est une situation coloniale. Les Français se rendent compte petit à petit qu'ils ont un problème colonial chez eux. Bon, on en a parlé plusieurs fois, c'est pas la peine de s'étaler. Et le deuxième grand facteur, qui à mon avis est beaucoup plus fort que l'insécurité, c'est les prix, l'inflation. Le grand ralliement aujourd'hui, le score élevé de Marine Le Pen, ce ne sont pas des gens qui sont dans je prends des notes parce que je ne suis pas un commentateur du service public, hein, je n'ai qu'un cerveau d'être humain, je ne suis pas un génie, hein, je ne suis pas Albert Camus, je ne suis pas BHL, je ne suis pas voilà. Bon, Camus n'était pas sur le service public, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, je suis un homme ordinaire. Il paraît que je suis d'extrême droite selon un journal de la région du Sud-Est. Bon, écoutez, hein, c'est no comment. Quand tu te fais traiter enfin, les insultes venant d'un idiot ou d'un aveugle ne sont pas des insultes, ce sont des appels au secours.
Ce sont des gens qui veulent être, sauvés de leurs bêtises. Je ne vais pas, j'ai un grand cœur, mais pas suffisamment grand pour ça. Il faut que chacun je m'occupe de moi d'abord et des miens. Après on s'occupera des autres. Au sens, humaniste du terme, très chrétien ou très musulman. D'ailleurs, il y a un beau il y a une charité musulmane, hein, on n'en parle pas assez souvent. Je la connais assez mal. Je vais l'étudier, j'aimerais bien un jour vous en parler. Bon alors, les prix, les gens ont du mal à se nourrir. Il faut voir comment vivent les Français aujourd'hui. Ils font attention à ce qu'ils achètent, hein. Ils font attention à ce qu'ils mangent. La France, le pays des restaurants. Nous les Marocains, c'est les Français qui nous ont appris le concept de restaurant, de sortie au resto. Nous, on sortait pas au resto, on mangeait chez nous. Et c'est les Français mangent au resto. Et ils mangent de moins en moins au resto parce que c'est inabordable. Donc et tout ça finalement, c'est ça qui pousse les gens, au fait, chez le RN aujourd'hui. C'est le grand déclassement et il est durable. Les gens ont compris que durablement, ils n'iront plus au resto. Durablement, ils ne se logeront pas là où ils ont envie de se loger. Durablement, ils n'auront pas de bonnes. Durablement, ils n'auront pas de bonnes, enfin, avec quelques guillemets, hein, de service à la maison. Durablement, ils ne pourront pas se payer de nounou. Durablement, ils ne pourront pas aller à l'hôpital public parce qu'il est pourri. Enfin, pas tout, enfin, il n'est pas complètement pourri, mais il est en désuétude. Et donc, ils doivent payer. Durablement, il faut qu'il y ait une assurance privée qui coûte cher. Durablement, ils ne pourront plus envoyer leurs gosses à l'école publique parce qu'elle, elle est pourrie, ça je signe en bas, et ils devront payer l'école privée qui coûte cher. Durablement, ils ne pourront plus aller en vacances là où ils voulaient aller en vacances. Et tout ça, au final, c'est l'identité française. L'identité, c'est pas une question de race seulement ou de politique. L'identité, c'est ce que tu bouffes. Bon sang. Et pourquoi la droite ne dit pas ça? Pourquoi on est tellement... Ils sont, parce que moi, je ne sais pas si je suis vraiment de droite, hein. On te classe malgré toi. Donc, mais moi, je revendique le droit comme de déclarer. Bah, certains se déclarent hommes, femmes ou fluides. Moi, j'ai le droit de m'auto-déclarer comme je veux, hein. Hein, pourquoi on me classe forcément à droite? Enfin, peu importe. Mon cas particulier n'est pas important. Pourquoi la droite ne comprend pas ça, bon sang? L'identité, c'est ce que tu manges, c'est ce que tu portes, c'est tes vêtements. Les gens ont du mal à s'acheter des bons vêtements. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Je dis, c'est manger au resto. C'est manger la bouffe française. La bouffe française coûte de plus en plus cher. C'est manger avec un couvert, des couverts, une serviette, bon sang. Où est-ce que tu trouves encore une serviette? Dans un restaurant français. Les gens bouffent dans du plastique, dans des gobelets en plastique. Ils boivent dans du plastique, dans des verres en plastique. Ça, c'est pas la France. Parce que ça coûte cher pour le restaurateur et même pour chez toi. Les Français, c'est le pays du beurre, bon sang. C'est le pays du beurre, le pays du fromage, le pays du vin, le pays de la viande, le pays des légumes. Attends, combien coûte la tomate aujourd'hui? Le pays de la pomme, combien coûte un kilo de pomme? 4 euros, 5 euros, mais on est chez les fous. Ça, c'est l'identité française. C'est là où tu t'habilles, c'est comment tu te loges. Le français n'est pas le pays ne vit pas dans le contreplaqué. Le français, c'est le salon, la salle à manger, la chambre à coucher. Hein, c'est le pays de la privacité, la France, hein. On n'est pas chez les nomades du désert. J'ai tout le plus grand respect du monde pour les nomades du désert, qui vivent les uns sur les autres. Mais c'est une autre culture, c'est la Mauritanie. On est en France, bon sang. Là, vous avez des maisons de plus en plus comprimées. Les matériaux, je vous en parle même pas parce que moi je suis pas architecte, mais vous comparez ce qu'on construit aujourd'hui, soi-disant durable, mais c'est du toc. Enfin, visuellement, c'est du toc. Avec le haussmannien qui dure depuis 300 ans, vous voyez la différence parce qu'on ne peut plus s'offrir du haussmannien. On ne peut plus s'offrir le haussmannien. La qualité, on ne peut plus s'offrir la qualité. Vous voyez les mansardes, les mâts, les cévennes, tout ça. La qualité de la pierre, de la construction. Vous voyez ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut s'offrir aujourd'hui, on ne peut plus. Il y a le grand déclassement. Et ben c'est l'identité, ça. C'est la gueule de ta maison, bon sang, c'est ton identité aussi. C'est pas seulement si tu es, si tu parles, enfin je sais pas moi, si tu es blanc aux yeux bleus. Un blond, je vais être très clair, un blond aux yeux bleus, gaulois de souche depuis 20 générations, s'il bouffe du kebab et s'il boit du Starbucks, il n'est pas français.
disons les choses comme elles sont. Alors je suis pas là, je ne donne pas des fatwas, hein, je ne dis pas, je ne suis pas membre de LFI, hein, je ne vais pas excommunier les uns les autres, hein, je ne suis pas un curé. Quelqu'un a dit ce matin, j'ai entendu ça chez QG, un média alternatif, plutôt de gauche, mais il y a des gens bien à gauche. Ils n'ont pas tout compris parce qu'ils ne veulent pas tout comprendre, sinon, parce qu'il faut. Parce que, voilà, parce que la vérité aveugle, hein, c'est comme dans la caverne de Platon, si tu vois le soleil, tu t'aveugles. Donc ils veulent comprendre que certaines choses, mais bon, respectable quand même. Et quelqu'un chez QG a dit Glucksmann, c'est un curé. C'est vrai, c'est un curé. Moraline, voilà, je distribue l'eau bénite. Par contre, il dit toi, je te parle pas parce que tu n'es pas dans la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Voilà, là on est chez le PS, enfin Glucksmann, me semble-t-il, enfin selon ce monsieur, et moi, j'assume ça, c'est un curé. Comme tellement d'autres, Mélenchon, c'est un curé. Parce qu'il y avait des curés. L'Église, c'est une diversité. On n'a pas attendu et les filles et le wokisme pour créer la diversité. L'Église catholique, c'était une diversité de mouvements. Les confréries, la Compagnie du Saint-Sacrement, les jésuites, les jansénites, je ne sais quoi. Enfin, c'était un truc. Il y avait tout dans l'Église catholique, notamment en France. Les ultramontains, je ne sais pas quoi. Enfin, donc Mélenchon, c'est cette partie de l'Église qui était révoltée. Hein, les moralistes du XVIIe siècle, insupportables, méchants. Voilà, bon, on ne va pas faire le portrait de M. Mélenchon. Il a quand même des qualités, notamment le fait d'être né à Tanger. Bon, je cherche les autres. Il en a certainement. Nous avons tous nos parts d'ombre et de lumière. Ce que je souhaite, et un proverbe en arabe qui ne me revient pas, c'est que notre fin de vie, notre vieillesse, soit meilleure que notre jeunesse. Je crains que pour M. Mélenchon, sa vieillesse ne soit pas la phase la plus noble de sa vie, la plus intéressante, hein. Mais bon, il peut toujours se rattraper, hein. Il faut toujours croire dans le repentir. Voilà pour les mobiles donc du vote pour le RN. Que va-t-il se passer le soir du 7 juillet? Seul Dieu sait, j'en sais rien. Probablement le RN va l'emporter. Bon, quoique, quid des banlieues? Quid des banlieues? On est à un an en juillet, on sera à un an de la mort de Naël. Dieu ait son âme. C'était pas ma tasse de thé. Son profil n'était très probablement pas le genre de personne que je voulais fréquenter, ni moi, ni mes enfants, ni quoi que ce soit. Mais bon, Dieu ait son âme. 900 millions d'euros quand même de dégâts derrière. Ben, la sauce peut monter, le péril fasciste, blablabla, l'expulsion des migrants, tout ça. Parce que n'oublions jamais, on le dit souvent sur ce canal, l'immigration est l'armée de réserve du macronisme, de l'État profond. Parce qu'elle vote Mélenchon premier tour, Macron deuxième tour. Et dans l'immigration, il y a une toute petite partie, toute petite, mais sur 10 millions de migrants, bah, ça fait quand même du monde, qui est composée de gens violents, qui font semblant de lutter contre l'État français, mais en fait luttent contre le peuple français. Le migrant, le voyou d'origine immigrée, qui attaque un commissariat, il n'attaque pas seulement la police, il attaque la France, il attaque le peuple français, parce qu'il intimide le peuple français. Il dit aux Français, ce matin j'ai vu qu'une juge de Carpentras a dû se déplacer, a dû déménager parce qu'elle était menacée par un certain Sofiane, je ne sais pas quoi. Quand une juge d'instruction a la trouille au point de déménager, qu'est-ce que moi, citoyen lambda, je dois penser? Que je suis foutu, que je suis plus chez moi. C'est le boulot, c'est le rôle politique du voyou, le grand Lyoté, le sauveur du Maroc. J'insiste, je signe. Lyoté a eu un rôle vertueux, fondamentalement positif pour le Maroc. Il n'a pas été le seul sauveur du Maroc au XXe siècle. Nous avons eu des grands leaders au XXe siècle. Mohamed V et autres, Hassan II et autres. Et des grands Marocains qui ont fait le boulot. Mais Lyoté a sauvé le Maroc, a contribué à sauver le Maroc, qui était en train d'exploser. Nous étions le Yémen de l'Atlantique, le Yémen de Gibraltar, hein. Au sud de Gibraltar, vous aviez le Yémen. Guerre civile, coupe-gorge et tout ça, tout ça, hein. Nous l'oublions jamais. Moi, j'oublie jamais le service rendu par Lyoté. Ça ne veut pas dire que je rends allégeance à Macron, loin de là. Mais je sais ce qu'a fait Lyoté. D'ailleurs, le grand roi Mohamed V a demandé aux Marocains, officiellement, dans des allocutions publiques, hein, nous avons les archives,
de ressentir de la gratitude envers l'IOT. Bon, OK, donc si Mohammed V l'a dit, c'est que lui qui l'a connu et qui l'a côtoyé, donc il avait c'est que c'est vrai. Très bien. Hem, où est-ce que j'en étais? J'ai perdu le fil. Ça va me revenir. Ça va me revenir, c'est l'IOT qui me qui me qui me remet enfin bon. J'adore ce mec, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Donc le 7 juillet, on disait l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer? Oui, Naël, les banlieues. Le voyou, alors Lyoté a écrit un bouquin qui s'appelle, avant qu'il soit très connu, du rôle social de l'officier. Du rôle social de l'officier. Je le singe un peu, hein, j'imite, il y a le rôle poétique du voyou. C'est d'ailleurs le premier chapitre de mon dernier bouquin, de la diversité au séparatisme. Enfin, publié en 2021 en version numérique, republié légèrement modifié, légèrement augmenté chez Complicité en version papier, le 19 avril dernier. Du rôle poétique du voyou. Le voyou est un agent du régime. Donc le voyou peut, un agent du régime qui intimide le français, qui convainc le petit français que tout est foutu, qu'il est impuissant. Vous avez remarqué que les gens ne font plus de grandes grèves. Qui fait des grèves aujourd'hui? C'est un microcosme, c'est la SNCF, même les profs. On n'est plus en 95, c'est fini, on n'est plus en 68. Le français a été dévitalisé parce qu'il ne contrôle plus la rue. Celui qui contrôle la rue, c'est le gars avec la Kalachnikov à Marseille. C'est le migrant, enfin, c'est le migrant violent. Pas tous les migrants sont, hein, je ne stigmatise pas les migrants. C'est le voyou maintenant. C'est le voyou qui tient le haut du pavé. Bah, le régime applaudit. Vous croyez que Macron a peur vous croyez que le régime est intimidé quand un commissariat est attaqué au mortier? Mais il rigole. Parce que le régime n'aime pas la police. La police est la grande mal-aimée du régime. C'est de la chair à canon. De toute façon, il y a tellement d'idéalistes ou de gens qui n'ont pas de vocation qui peuvent rejoindre la police. Je viens d'une famille de flics aussi, hein, donc j'ai pas de complexe, hein. Il y a tellement de gens qui accepteront par manque de vocation, parce qu'ils sont idéalistes, de recevoir un salaire de misère et se faire trouer la peau, qu'il y a pas de problème. Un policier meurt, 10 prennent la place. Bon, on réduit un peu le niveau, mais bon, il y a toujours des mecs pour devenir flics, hein, des hommes et des femmes. Le régime n'aime pas sa police. Il n'aime pas sa police. Par contre, et il n'aime pas son peuple. Donc il utilise le voyou contre la police et contre le peuple. La cible, ce n'est quand un voyou attaque le commissariat, la vraie cible, c'est pas la police, c'est le peuple, c'est toi, mon ami. C'est toi qui es attaqué. Parce que toi, on t'a désarmé pour armer le flic. Ben, le flic, il est barricadé dans son commissariat. Il demande des renforts qui n'arrivent pas. OK? Dernier point, beaucoup plus sérieux, vous allez voir que je laisse le meilleur pour la fin, quand même, hein. Je suis passé par l'école française, hein. On nous a appris à faire des dissertations, enfin, à mon époque. Maintenant, on nous apprend à se maquiller. À se maquiller, on nous apprend à chanter l'hymne européen ou à faire du compostage. Mais nous, on nous a appris à faire des dissertations. C'était moins drôle, mais bon, certainement plus utile. En tout cas, je l'espère. Le problème, c'est la gouvernance de ce pays, la gouvernance de la France. Il faut bien comprendre qu'il y a, je prends mon air très professoral, hein, il faut bien comprendre que depuis la mort du roi, depuis la mort horrible, terrible, inutile de Louis XVI, la France a un problème de gouvernance. On ne sait pas comment gouverner la France de manière stable et légitime, c'est-à-dire que de manière acceptée par tous les Français. On a tué le roi, mais on n'avait pas de formule à la place. On a mis la République, qui au 19e siècle s'est cherché, parlementarisme. Est-ce que le pouvoir il est au Parlement? Ça a donné toutes les dérives de la Troisième et surtout de la Quatrième République, avec la République des partis, l'égoïsme, les combinations, les gouvernements qui durent 2 mois, 3 mois, 1 mois, l'instabilité parlementaire et la médiocrité parlementaire. On a essayé le bonapartisme, c'est-à-dire l'homme providentiel, que ce soit Napoléon ou Napoléon III, Second Empire. On a essayé la monarchie plus ou moins cool, plus ou moins fun, hein, pour utiliser des termes très glucksmanniens, très européistes.
très Ayer, Valérie Ayer. Hem, Ça n'a pas marché. On a essayé un régime autoritaire, Vichy, hein, régime bien là pour le coup, il avait raison, Chirac, Vichy c'était la France, hein. Mitterrand, qui était dans Vichy, il a dit: «Non, non, non, ce n'est pas la France». Non, non, Vichy c'était la France. Vichy c'était un régime, heu, imposé par l'Allemagne, mais largement français, hein. Vichy c'était un règlement de compte avec tous ceux qui avec la Révolution française et un règlement de compte entre Français, où la droite c'est le dernier moment vraiment où la droite a vraiment contrôlé le pays. La droite dans sa condition, la droite la droite caricaturale, la droite qui n'est pas sociale. Enfin, vous me direz que Vichy a quand même fait des réformes sociales. Mais la droite vraiment, réactionnaire, hein, c'est anti-républicaine, catholique, tout ça, voilà, c'est parce que De Gaulle, c'était déjà plus libéral. Vichy était une tentative de gouverner la France, de dire aux Français: «On va vous gouverner de manière efficace». C'est-à-dire: «Ah, il y a mon ami, il y a un oiseau que j'appelle Amigo qui me réveille tous les matins. Il picore la vitre tous les matins. Mais là, comme il voit que je suis déjà en activité, il s'est présenté. Je l'appelle Amigo». Vichy, c'était une tentative de gouverner la France d'une manière efficace et d'une manière, comment dirais-je? Oui, efficace, c'est-à-dire qu'on a mis Vichy a inventé la technocratie. On a mis les polytechniciens aux commandes. Parce que tout le monde on est tous, enfin, ils sont tous obnubilés par Pétain, Laval, mais Pétain était gâteux, Laval faisait de la politique politicienne à deux balles, Darlan, tout ça, ok, mais qui gérait le pays? C'était les technocrates, que plus tard De Gaulle, la quatrième République, ont repris. Hein, les polytechniciens, après il y a eu l'ENA et tout ça. Parce qu'on a dit, on a tiré le bilan du Front populaire des années 30, on a dit les politiciens sont trop incompétents, trop carriéristes, trop corrompus pour gérer le pays. Laissons les technocrates, ceux qui comprennent les sujets, ceux qui font des maths, grosso modo, parce que c'est là où est né le culte des maths qui a tellement marqué le second siècle français et le second, deuxième, 20e siècle français. Jusqu'aux années 45, la France n'était pas un pays de maths, c'était un pays de littéraire. C'est après 45 qu'on est passé dans le régime, la dictature des maths. Polytechnique centrale, ponts et chaussées, etc., etc. Ça a donné VGE, etc. Euh, Vichy, c'était ça. C'était on va mettre fin à la crise de gouvernance de la France. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'après, il y a eu De Gaulle. De Gaulle, il est arrivé au pouvoir par coup d'État, 58, et il a dit, qu'est-ce qu'il a promis? Quelle est la promesse de De Gaulle? Double. Je vous sors de l'Algérie, je règle le problème algérien. Hein, et la deuxième promesse, c'est je vous donne une formule de gouvernement qui est stable. C'était la Ve République, avec cette espèce de gouvernement bicéphale, le Premier ministre, le président, tout ça. On n'est ni vraiment parlementariste, ni vraiment présidentialiste. Et ça a marché. Ça a marché. De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, tout le mal que je pense de lui, ça a marché. Cohabitation fonctionnait, tout ça. Et là, avec Macron, c'est cassé le système. Le système a été cassé. Parce que De Gaulle n'a pas prévu, là je fais attention à ce que je vais dire, que le système tombe entre les mains de gens irresponsables. Là, vous avez des gens irresponsables qui forcent le système. C'est comme un avion. On vous donne un Boeing. Un... Je connais rien à l'aviation, hein, mais j'ai quelques petites notions. J'ai quelques notions. J'ai quelques amis pilotes. Vous prenez un Boeing 737. Il n'est pas fait pour rouler à 45 degrés comme ça. Vous pouvez le casser. Parce que ce n'est pas un F-16. Un 737 coûte dans les 25-30 millions d'euros, me dit-on. Un F-16 coûte dans les 250 millions d'euros. Pourquoi la différence de prix? Parce que le F-16, tu peux le mettre en vrille, il ne va pas se casser. Un 737, il ne peut pas tout faire. Il n'est pas conçu pour certaines manœuvres. Eh bien, ce que fait M. Macron et tout son entourage, ils font faire des manœuvres périlleuses. Un Boeing 737 qui est fait pour conduire les gens paisiblement de Paris à Los Angeles. Pardon, de Paris à Berlin. Excusez-moi, j'oublie notre projet national. Oui, oui, pardon. Notre capitale fédérale. Berlin, pardon. Voilà. Donc, on casse le système. Usage abusif du 49.3, on en parlait tout à l'heure. Et surtout,
l'idée du front républicain, de ce barrage permanent au RN. Ça n'a pas été prévu. Quand M. Debré, le père de la Constitution 58, a dit on fait un suffrage à 2 tours, ils n'ont pas pensé un barrage contre la volonté populaire. C'est quoi le barrage républicain? C'est un barrage contre la volonté populaire. Bah, c'est l'anti-5e République. Et là, on arrive à la fin de ça. Ce barrage est en train de sauter. Et que fait M. Macron? Il en remet encore une couche. Il refait faire un 360 degrés, là, un loop au 737, au risque de le casser. Pendant la guerre des 6 jours, 67, je crois, ou 73, je crois que c'est 73. Pas les 6 jours, c'est le Kippour. La guerre du Kippour, octobre 73. Les Égyptiens, ils avaient des armes françaises, ils avaient des Mirages. Pourquoi ils ont obtenu les Avant, ils n'avaient pas les Mirages. Parce qu'en 67, ils ont pris une branlée. Ils n'ont même pas combattu, il paraît, hein, au niveau de l'aviation, mais ils ont été bombardés déjà dans le berceau, hein. Ils ont été bombardés, leurs avions ont été bombardés sur les pistes d'aéroports égyptiennes. Mais ils étaient en admiration devant les armements français, parce qu'ils ont eu le Mirage en 73 et ils ont pu combattre avec le Mirage. Parce qu'avec le Mirage, tu arrives à faire sur le désert, je ne suis pas pilote, hein, mais à très basse altitude, tu arrives à faire ça. Hein, tu arrives à faire, tu es comme ça, tu fais comme ça, et tu rases le sol et tu remontes, sans casser l'avion et sans te cracher. Il paraît que pour des combats entre avions, c'est extrêmement utile. Je connais rien. Là, on est en train de faire, enfin, la 5e, c'est pas le Mirage, c'est pas le Mirage, je sais pas quoi, Mirage 2000, je sais pas quoi. La 5e République, c'est une construction qui est stable, mais qui est fragile. Et là, on est en train de faire, alors je ne sais pas si c'est la dernière manœuvre avant l'explosion, avant le crash, avant la dislocation des institutions. Hein, quand j'étais à Centrale, on faisait un cours passionnant mais difficile, je trouve, s'appelle la fatigue des matériaux. Oui, la fatigue des matériaux, la résistance des matériaux. Il y a une notion de fatigue. Voilà, fatigue. C'est peut-être ça le bilan de Macron, hein, il détruit les finances publiques, il détruit le peuple français par le grand remplacement, il détruit la diplomatie française expulsée du précaré africain, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Il détruit l'industrie. Le secteur automobile sera le dernier assassinat commis par la Macronie. Avant lui, il y avait le nucléaire. Et là, destruction des institutions. Parce que tu ne peux pas gouverner contre le peuple. C'est comme une voiture que tu maintiens en troisième vitesse. Tu vas casser le moteur. Tu ne peux pas gouverner contre le peuple tout le temps. Tu ne peux pas. C'est quoi la prochaine étape? Une révolution? Parce que l'abstention, elle est déjà là. Hein. Et elle est causée par les gens comme Macron. Parce que les gens ne votent plus à cause de ça. Parce que ça ne sert à rien. Tu votes, premier tour, deuxième tour, et on te met la NUPES et c'est fini. Bon, voilà. J'espère avoir été utile. Et puis écoutez, vive la France, vive la démocratie, vive le Maroc aussi, hein, vive tous les pays. Moi, je suis pour que tous les pays aient le droit d'exister. Ça a l'air banal ce que je dis là, mais le droit d'exister, c'est un droit qui n'est pas du tout garanti aujourd'hui. Quel est l'enjeu aujourd'hui de toutes ces élections? Tout ça, tout ce Bataclan, tout ce barouf, tout ce pognon de dingue qu'on va dépenser pour la campagne électorale. C'est le droit de la France à exister. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Quand tu regardes le pouvoir d'achat, on a parlé, la bouffe, le vêtement, le logement, ça c'est le pouvoir d'achat. Tu regardes l'identité par son volet du grand remplacement. Tu regardes l'Europe par son volet de la souveraineté, de qui gouverne la France. Est-ce que c'est Berlin ou c'est Paris? C'est ça l'enjeu. Tu regardes tous les sujets, c'est le droit du peuple à exister. Tu regardes l'éducation. Est-ce que les écoles françaises préparent des futurs Français? J'en doute. Elles préparent des futurs barbares. C'est-à-dire des étrangers. Tu as des Français aux yeux bleus, blonds, qui ne sont pas français. Ils ne sont pas fabriqués, éduqués, formés pour être des Français. On fait des futurs Américains, hein, des futurs consommateurs, des futurs Européens. Hein. Tout ça, finalement, c'est quoi l'enjeu? C'est le droit de la France de vivre, d'exister. Vous vous en rendez compte à quoi on en est réduit? Un pays comme la France, membre du G7, il est en train de négocier son droit à l'existence. Et ça ne forme pas une majorité. Je vous rappelle qu'en sommant toutes les voix,
souverainiste, Filippo, Asselineau, tout ce que tu veux, tu n'es pas à 51% du corps électoral. Aujourd'hui, il n'y a pas d'unanimité en France, de majorité, pour la survie du pays. En tout cas, si les élections sont une mesure fiable, eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas de majorité. Voilà, j'espère avoir été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la commenter. À bientôt.